j'ai choisi le thème des éthiques, les éthiques d'Aristote, puisque mon objectif est de vous parler de deux grands ouvrages d'éthique d'Aristote, l'éthique de ou à Nicomaque et l'éthique à Eudème. Donc ça c'est une nouveauté puisque jusqu'à maintenant il est vrai que lorsqu'on parlait de l'éthique chez Aristote, il y avait une référence essentielle qui était l'éthique à Nicomaque. Alors Nicomaque, ça reste encore un peu un mystère, puisqu'il y en a beaucoup autour d'Aristote, puisque son fils d'Aristote s'appelait Nicomaque, mais son père aussi s'appelait Nicomaque. Son père qui était médecin de la cour du roi de Macédoine. Donc, est-ce qu'il a écrit cette éthique à Nicomaque pour donner un certain nombre de conseils à son fils, ou bien s'est-il inspiré de la sagesse de son père pour écrire cet ouvrage? On ne sait pas trop. En général, on penche plutôt à l'hypothèse du fils. Mais comme il n'y a aucune dédicace à cet ouvrage, on ne sait pas trop. Et jusqu'à une date récente, donc, on ne parlait essentiellement que de l'éthique à Nicomaque, vue comme la version vraiment la plus aboutie, la plus élaborée de l'éthique d'Aristote. Et puis, dans les années 70, il y a un autre ouvrage qui fait parler de lui et continue à faire parler de lui, qui est l'éthique à Eudème, qui était considéré comme un ouvrage plutôt mineur, qui a toujours été un peu à l'ombre de l'éthique à Nicomaque, et qui était souvent considéré comme une œuvre de jeunesse. C'est très difficile de reconstituer la chronologie des œuvres d'Aristote, comme une œuvre de jeunesse, encore teintée de beaucoup de platonisme. Et comme l'hypothèse dominante, c'est que Aristote, disciple de Platon, était peut-être dans sa jeunesse plus platonicien, puis qu'ensuite, peu à peu, il s'en est éloigné pour faire son système assez différent, eh bien, c'était considéré comme une œuvre de jeunesse un peu mineure, d'autant plus qu'il y a trois livres dans cette œuvre qui sont totalement communs avec l'éthique à Nicomaque. Et maintenant, les choses avancent. Vous savez qu'on continue toujours de découvrir des choses ou des nouvelles interprétations, même sur ces philosophes très, très anciens. En fait, maintenant, certains disent à l'inverse, que c'est l'éthique à Eudème qui serait la version la plus aboutie, la plus élaborée de l'éthique d'Aristote, et que l'éthique à Nicomaque aurait été découverte tardivement, plusieurs années après sa mort, et en fait n'aurait pas l'importance qu'on lui a prêtée jusqu'à maintenant. Bon, il faut savoir que cela fait l'objet de grandes polémiques entre chercheurs et spécialistes. Quoi qu'il en soit, je crois que ce qu'on peut vraiment constater, c'est que ce sont deux œuvres majeures. Je ne prends pas parti pour l'un ou pour l'autre. Ce sont deux œuvres majeures qui permettent d'aborder l'éthique d'Aristote, avec, c'est vrai, un éclairage un peu différent. Et c'est ça qui rend vraiment intéressante la lecture de l'éthique à Eudème. C'est un style beaucoup plus, je dirais pas simple, mais plus proche de la préoccupation de tout un chacun. C'est-à-dire qu'il va proposer l'éthique comme l'éthique à Nicomaque, l'éthique du bonheur, mais accessible à tout un chacun, et en mettant en insistant sur la responsabilité de tout un chacun par rapport à ses choix de vie. Et donc aux actes qui en découlent. Donc, une préoccupation plus intime, on va dire, plus proche du grec moyen, je vais dire, alors que
l'éthique à Nicomaque a une préoccupation plus politique. Par rapport à la formation aussi de l'homme politique, la responsabilité de l'homme politique dans la cité. Donc ils se complètent, pour dire les choses simplement. Je crois que c'est très intéressant de lire les deux, puisqu'on va avoir un éclirage un petit peu différencié. Alors, qui est Eudème ? Eh bien, là non plus, on ne sait pas trop. C'est tout le charme d'Aristote. On se pose beaucoup de questions encore aujourd'hui. C'est soit Eudème de Rhodes, qui était l'un des plus fidèles disciples d'Aristote et qui aurait retranscrit les arguments de son maître. Donc, à la limite, c'est peut-être aussi une œuvre qui lui revient, encore plus qu'à Aristote lui-même, on ne sait pas. Une autre hypothèse, c'est que cet ouvrage serait dédié à Eudème de Chypre, qui était un ami proche d'Aristote et qui serait mort assez prématurément, assez jeune, et à qui il aurait dédié cet ouvrage. Bon, c'est comme pour l'éthique à Nicomaque, on ne sait pas. Il faut pouvoir vivre avec cette incertitude qui déchire les spécialistes. Donc, quoi qu'il en soit, comme je disais, on a là deux grandes références. Donc, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on parlait d'une grande référence, l'éthique à Nicomaque. Bon, il faut en rajouter une deuxième. Voilà. L'éthique à Eudème. Ce qui est certain, c'est qu'il y a effectivement 3 livres qui sont absolument communs aux deux ouvrages. C'est quand même assez original dans la philosophie ou la littérature. Absolument 3 livres qui sont identiques. Donc là, on peut se permettre de ne lire qu'un ouvrage pour ces 3 chapitres. Alors, ces 2 ouvrages vont traiter des grands thèmes éthiques, c'est-à-dire moraux, traités par Aristote. Quels sont ces thèmes ? Eh bien, le bonheur, auquel on va rattacher la notion de souverain bien, la notion justement des modes de vie, des différents modes de vie avec différents bonheurs qui s'y attachent. Une notion centrale qu'on va étudier, et là c'est vraiment un apport de l'éthique à Eudème aussi, c'est la notion de vertu. La notion de vertu comme un équilibre, comme un juste milieu, qui est une des spécificités de la vision d'Aristote par rapport à la vision platonicienne. On va voir une des vertus qui est vraiment essentielle aussi chez Aristote, qui est la notion de prudence. La prudence, la phronésis, qui est une vertu beaucoup plus davantage mise en avant par Aristote que par Platon. Et puis on terminera par quelque chose qui tient beaucoup à cœur à Aristote, qui est l'amitié. L'amitié comme un peut-être des éléments les plus fondamentaux pour atteindre le bonheur, pour vivre heureux, qui est le fait d'avoir des amis. Vraiment l'art de l'amitié. Alors on le connaissait chez Épicure, évidemment, qui en avait fait de ses disciplines majeures dans son école, le jardin, mais on le trouve aussi chez Aristote. Et même le sage, qui, on pourrait penser chez Aristote, pourrait se suffire à lui-même, eh bien non, le sage aussi a besoin d'amis, puisque c'est une manière aussi de vivre l'excellence de son âme. Que d'avoir des amis et que de reconnaître aussi, évidemment, l'excellence de l'âme de l'ami, la vertu de l'ami, et de se réjouir mutuellement de sa propre excellence ou de sa propre vertu. Donc c'est des pages très très belles qu'Aristote écrit sur l'amitié, et c'est d'ailleurs dans les 2 cas la fin des ouvrages, éthique à Nicomaque ou éthique à Eudème. Mais on va procéder par étapes, puisque l'argumentation d'Aristote, elle est très précise, elle est
très, très rigoureuse. Et donc, avant d'arriver à la vertu ou à l'amitié, il y a plein de nombreuses notions ou argumentations préalables qu'il faut pouvoir, s'approprier pour comprendre un petit peu sa vision. Donc, premier grand thème, le bonheur. Et le bonheur, pas en tant qu'idéal, transcendant, lointain, un peu inaccessible, mais le bonheur humain. C'est une notion, c'est une expression d'Aristote. Moi, ce que je recherche, c'est le bonheur humain, c'est-à-dire le bonheur accessible à tout être humain. Ça va plaire. Le bonheur humain. Et donc, évidemment, vous connaissez sûrement cette expression, une hirondelle ne fait pas le printemps. Bon, voilà, quand même, il faut savoir que c'est Aristote qui a... Oui. Vous voyez, vous n'avez pas perdu votre matinée si vous apprenez que c'est Aristote. Voilà. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Ah, bien sûr, en grec, ça fait partie de l'éthique à Nicomaque. En grec. Là, vous avez l'édition bilingue. Alors, qui a rajouté mes amis contribuent? Ah, c'est des usurpateurs. Non, une hirondelle ne fait pas le printemps. Je vous lirai la citation entière. La citation entière, c'est dans Éthique à Nicomaque, dans le livre 1. Car une hirondelle ne fait pas le printemps non plus qu'une seule journée de soleil. De même, ce n'est ni un seul jour, ni un court intervalle de temps qui font la félicité et le bonheur. Ça veut dire qu'il va falloir être patient, qu'il va falloir intégrer cette notion du temps pour tester le bonheur, que le bonheur ce n'est pas un petit bonheur fulgurant, fugace d'un instant, mais que comme une hirondelle ne fait pas le printemps, un instant de bonheur ou de félicité ne fait pas le bonheur ou la félicité tel que, en tout cas, il l'entend. Donc ça c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup des petits bonheurs du quotidien qui vont peu à peu constituer le bonheur. Bon, Aristote a une vision un petit peu différente et il dit même que jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au dernier instant, voilà, on ne peut pas savoir si on a été ou si on est vraiment heureux ou pas. Il faut attendre la fin puisque une hirondelle ne fait pas le printemps. Donc, c'est une réflexion qu'il a à propos justement de son interrogation sur le bonheur. Puisque, déjà à son époque, on peut dire, il y a une bataille entre deux camps. Ceux qui soutiennent que le bonheur ne peut être atteint que par le fait d'avoir un certain nombre de valeurs éthiques et de les appliquer au quotidien. Ça, c'est un camp qui est représenté justement par Aristote, mais avant lui, par Platon ou par Socrate. Et puis, il y a l'autre camp qui est représenté un peu par les sophistes, qui disent que, tout au contraire, ce sont les tyrans, ce sont ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont la force, qui sont les plus heureux, même s'ils n'ont pas de comportement éthique. Et qu'au contraire, quelqu'un qui voudrait être vertueux, éthique, et mener sa vie selon un certain nombre de valeurs ou de vertus, eh bien, aurait toute chance de perdre sa fortune, de perdre sa femme, d'être complètement discrédité, et donc d'être, en fin de compte, malheureux. Donc, il y a vraiment une question. Pour être heureux, faut-il être vertueux et avoir un certain nombre de valeurs éthiques ou morales, ou tout au contraire, mieux vaut laisser ses passions, ses ambitions, son avidité s'exprimer, même si c'est au détriment des autres, pour pouvoir être vraiment heureux.
la question se pose toujours, 2500 ans après. Oui, d'une certaine manière, c'est l'être et la voix. Et il va très bien démonter justement ce système. Donc, il y a vraiment les deux camps, et même dans le Gorgias de Platon, il y a cet argumentaire qui est présenté, les sophistes qui disent, mais non, si vous voulez être heureux, soyez à la recherche de pouvoir, de richesse, puisque c'est comme ça que vous atteindrez plus probablement le bonheur. Bon, donc il y a vraiment deux camps assez distincts qui s'opposent, et évidemment, Aristote, lui, clairement, va associer le bonheur à l'éthique et à la vertu. Mais c'est pas forcément aussi simple. Hein. Donc, ce qu'il va expliquer, c'est que le bonheur, de toute façon, va être quelque chose de durable, hein, et que c'est aussi, et là c'est une originalité d'Aristote par rapport à Platon, le bonheur est un pouvoir en devenir. Le bonheur est un pouvoir en devenir, c'est que tout le monde a ce pouvoir en puissance, comme il va dire, en devenir, en potentiel, et qu'ensuite, justement, il va falloir un long temps, toute une vie, pour actualiser ce potentiel, ce pouvoir, cette possibilité qui n'est qu'en puissance, mais qui n'est pas forcément en acte. Ça, c'est une des grandes différences qu'Aristote fait tout au long de sa philosophie, c'est la différence entre ce qui est en puissance et ce qui est en acte. Ce qui est en puissance, c'est ce qui est à l'état virtuel, ou potentiel, que chacun peut posséder. Et puis, il y a ce qui est en acte. C'est une autre affaire. C'est-à-dire ce qui est vraiment appliqué, vécu, approprié, intégré, je dirais. Et tout l'intérêt de la vie, c'est justement, et c'est pour ça qu'il faut du temps, c'est de pouvoir actualiser un certain nombre de choses qui étaient en puissance. C'est pour ça que pour Aristote, parler du bonheur, ça sera toujours parler d'un bonheur en acte, en situation concrète. Il ne présente pas le bonheur, enfin c'est plus complexe que ça, mais disons, on peut dire qu'il ne présente pas le bonheur comme un idéal vers lequel tendre, c'est quelque chose qui doit pouvoir s'expérimenter au quotidien. Et avec toute une idée de perfectionnement, évidemment. C'est pour ça que ce n'est qu'au dernier moment qu'on peut juger si on a été heureux ou pas. Puisque jusqu'au dernier moment, il peut y avoir une potentialité qui devient acte. Ça, retenez bien cette différence, puissance, acte. C'est un des fondements philosophiques majeurs chez Aristote, ce qui est à l'état potentiel et ce qui se réalise. Ça, c'est une des notions assez simple qui est très puissante, justement. Donc, c'est ce qu'on va appeler aussi le démonisme. Il y a un mot grec pour définir le bonheur, c'est le démonisme, qui vient du grec daimonia. Daimonia, ça vient de daimon, qui, il ne faut pas traduire par démon, parce que là c'est un peu négatif, ce qui est souvent le cas malheureusement dans les traductions. Daimon, c'est vraiment le Dieu intérieur, qui est en chacun. Et donc, daimonia, c'est le fait d'avoir un bon daimon, c'est-à-dire, vous vous rappelez, comme chez Platon, une entité intermédiaire. Eros était un daimon, c'est une entité intermédiaire entre l'homme et le divin. Donc, eudaimonia, l'origine étymologique nous montre que le bonheur n'est pas justement une question d'heure, c'est-à-dire de chance. Si les circonstances sont favorables, alors on est heureux. Si les circonstances le sont moins, on est malheureux. C'est une question de chance. Non, pas du tout. Eudaimonia, c'est quelque chose qui se travaille. Le fait de pouvoir justement travailler avec ce daimon, en bonne intelligence avec ce daimon, pour qu'il puisse nous amener au sommet de nous-mêmes.
à ce que nous avons de plus élevé, à notre excellence, à notre vertu en acte, c'est-à-dire l'excellence de notre être. Donc retenez aussi ce nom, ce qu'on traduit par eudémonisme, eudaimonia, eudémonisme, à ne pas confondre avec l'hédonisme, avec un H qui n'a rien à voir, qui est la recherche du plaisir, de la jouissance. Donc eudémonisme. Et le démonisme, c'est quoi? C'est d'identifier aussi la vie heureuse à une vie bonne, à une vie éthiquement accomplie, moralement accomplie. C'est-à-dire, le démonisme allie bonheur et éthique. Dans le sens qu'il ne peut y avoir de vie heureuse que par l'éthique ou par la vertu. Eudémonisme. Il y a plusieurs définitions, mais c'est le fait d'associer le bonheur à l'éthique. C'est-à-dire de dire qu'il n'y a pas de bonheur sans éthique. L'éthique amène au bonheur. Et en même temps, le fait de considérer que donc, il est de la responsabilité de chacun d'être heureux, quelles que soient les circonstances. Et que ça fait partie de la liberté, comme le dira très clairement, la liberté humaine, contrairement aux animaux ou aux autres règnes, de pouvoir décider d'être heureux. Alors, dès le début de l'éthique à Nicomaque, Aristote explique que le bonheur, c'est le bien suprême. Cette notion de souverain bien, c'est le bien suprême, c'est-à-dire que c'est la finalité ultime de l'être humain. C'est-à-dire, en d'autres termes, tout le monde recherche le bonheur. Après, chacun va avoir son avis sur comment y arriver. Mais le fait que le bonheur soit la fin ultime de l'être humain, vraiment il le pose, alors là c'est comme un postulat, au tout début de l'éthique à Nicomaque. Tout le monde a comme finalité d'être heureux. Là-dessus, il n'y a aucune remise en cause possible, c'est une affirmation. Le bonheur est la finalité suprême de la vie. Et donc, il va peu à peu argumenter, évidemment, ses dires. Il va dire, je cite, « Tout art et toute recherche, de même que toute action et toute délibération réfléchie, tendent, semble-t-il, vers quelque bien. Aussi, a-t-on eu parfaitement raison de définir le bien, c'est ce à quoi on tend en toutes circonstances. » C'est-à-dire, ce qu'il explique déjà, c'est qu'il y a nécessairement une finalité, une fin, à toutes les activités de l'homme. On agit, on fait des choses, toujours en vue d'une finalité. On ne fait pas des choses de manière hasardeuse ou gratuite, sans rien en attendre. Bon, aussi, c'est une argumentation très, très, très solide, mais que, on peut discuter à chaque étape. Sinon, dit-il, nous agirions sans jamais rien vouloir, sans tendre vers quelque chose, ce qui serait absurde. Ça, c'est sa vision. C'est-à-dire, on tend toujours vers une fin. Toutefois, je continue de citer, il paraît bien qu'il y a une différence entre les fins. Tantôt, ce sont des activités qui se déploient pour elles-mêmes. D'autres fois, en plus de ces activités, il résulte des actes. Dans ce cas, on constate certaines fins en plus des actes, les résultats de l'action se trouvent être naturellement plus importants que les activités elles-mêmes. Donc ce qu'il est en train de nous dire, c'est que toutes les finalités ne sont pas sur le même plan. Elles sont multiples. Par exemple, toujours des exemples, la santé est la fin de la médecine. La santé est la finalité de la médecine. Le navire,
la finalité de la construction navale. La victoire, la finalité de la stratégie. La richesse, la fin de la science économique. C'est-à-dire qu'il y a dans toutes les activités humaines des activités et puis des résultats de l'activité. Et on agit en vision, en but, avec le but d'avoir ce résultat. On fait de la médecine pour la santé. On fait de la construction navale pour construire des navires. Pas de la construction navale pour s'amuser à faire de la construction navale. C'est dans le but de faire des navires. On fait de l'économie pour obtenir la richesse. On fait des choses pour obtenir autre chose. Ça, c'est ce qu'il va appeler les fins secondaires. Il y a des fins secondaires, et puis il y a une fin ultime. C'est-à-dire quelque chose qu'on recherche pour lui-même, et uniquement pour lui-même. Pas pour autre chose, en vue d'autre chose. C'est le bonheur. C'est là où il fait vraiment la différence entre le bonheur et tout le reste. Puisque la recherche du bonheur se suffit à elle-même. Quand on est heureux, on recherche rien d'autre. Il y a un sentiment de complétude, de plénitude. Voilà. Alors que si on recherche la richesse, si on recherche l'honneur, si on recherche la reconnaissance, ce genre de choses, c'est en vue du bonheur. Donc, le bonheur est le seul bien, c'est pour ça qu'il va parler de souverain bien, qu'on ne recherche que pour lui-même. Vous voyez ? Il a détaillé son argumentation. Donc, c'est pour ça qu'il dit, c'est la fin ultime de l'homme. Donc, il dit, méfiez-vous des gens qui vous disent, ah mais moi, je ne cherche pas à être heureux. C'est faux. Pour Aristote, tout le monde veut être heureux, même s'il dit le contraire. C'est la fin ultime, c'est le souverain bien. Et après, on va mettre en œuvre des stratégies diverses pour atteindre ce fameux bonheur. Vous voyez, donc, fin secondaire, fin ultime, le bonheur est la seule fin ultime. Qu'on ne recherche que pour lui-même. Ça, c'est ça la fin ultime. On ne recherche ce bien que pour lui-même. Et une fois qu'on l'a atteint, on est accompli. C'est pour ça qu'on a si peur de le perdre. Il y a parfois la nostalgie de ces moments de bonheur. Seule fin ultime. Alors, ce qu'on peut dire, donc, c'est que, comme il lui dit, comme elle le dit, il y a des biens secondaires qui aident l'individu à se procurer un bien supérieur. Ces biens ne sont que des instruments, des outils ou des étapes qu'il est parfois nécessaire de parcourir pour atteindre le bien absolu. Ce n'est pas que il ne faut pas rechercher la richesse, les honneurs, mais bien se rendre compte qu'il ne s'agit que de biens secondaires. Et il va expliquer après pourquoi il faut s'en méfier. Il doit exister un but que l'on ne veut que pour ce qu'il est et qui englobe toutes les autres fins que l'homme veut atteindre, un souverain bien. S'il y a un unique bien en vue duquel on cherche tous les autres biens et qu'on ne cherche pas lui-même en vue d'autre chose, ce bien est nommé le bien suprême. Et quel est le souverain bien de notre activité ? Sur son nom du moins, il y a assentiment presque général, c'est le bonheur. Mais sur la nature même du bonheur, on ne s'entend plus et les explications des sages et de la foule sont en désaccord. Ce qu'il explique, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que c'est le bonheur, la fin ultime, en tout cas pour lui, c'est clair. Par contre, sur comment y arriver, là, il y a divergence de vue. Les uns, dit-il, jugent que c'est un bien évident et visible, tel que le plaisir, la richesse, les honneurs. Pour d'autres, la réponse est différente.
Et parfois, pour le même individu, elle varie. Par exemple, malade, il va donner la préférence à la santé. Pauvre, à la richesse. C'est-à-dire, là, c'est un des caractéristiques d'Aristote, c'est de toujours relier sa vision à ce qui est vécu de manière concrète par les uns et les autres. Ce ne sont pas des réflexions hors sol, je dirais, ou métaphysiques, ou éthérées, non. Et là, il va même plus loin, dire la vision du bonheur dépend de ce que l'on vit. C'est un constat. Après, dire, il faut essayer peut-être de réfléchir un peu autrement, c'est-à-dire de ne pas être obnubilé par la santé si on est malade, obnubilé par la richesse si on est pauvre. Mais il constate que c'est très prégnant. Et c'est ça qui va l'amener, dans un deuxième temps, à dire, voilà, il y a 3 façons d'aborder le bonheur, 3 modes de vie qui vont faire que on ne va pas voir le bonheur de la même manière. 3 modes de vie. La vie des jouissances matérielles, c'est-à-dire de mettre son bonheur, enfin de faire dépendre son bonheur dans le fait d'avoir, de posséder, l'avoir, de jouissances matérielles. Deuxième mode de vie, la vie politique. Et troisième mode de vie, le plus difficile, la vie intellectuelle ou contemplative. Ça, c'est ce qu'on trouve essentiellement dans l'éthique à Nicomaque. Le bonheur matériel, le bonheur politique et le bonheur summum du bonheur, le bonheur intellectuel, rationnel, enfin, qui met en œuvre le summum de l'âme humaine ou contemplative. C'est pour ça que dans l'éthique à Nicomaque, il disait, comme la vie contemplative c'est un peu compliqué, rabattez-vous sur la vie politique. Comme un moindre, pas mal, mais un moindre effort, parce que la vie contemplative, là, c'est vrai, elle n'est pas forcément accessible à tout un chacun. La vie politique, oui. Il y a une gradation. Il y a une gradation. Bien sûr, il y a une gradation. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va argumenter, là, parce que, c'est vrai qu'il affirme un certain nombre de choses, puis après, il va expliquer. Donc, tout d'abord, dit-il, pour la masse et les gens les plus grossiers, c'est le plaisir. Ils mettent donc le bonheur, leur bonheur, dans le plaisir, la jouissance de biens matériels. La satisfaction des sens est vue comme un but en soi par ces personnes qui ne connaissent pas de valeur plus haute, c'est-à-dire, c'est pas forcément leur faute, ils ne sont pas entièrement responsables, mais ils ne connaissent pas autre chose. Donc pour eux, le bonheur, c'est les biens matériels. Cependant, dit-il, considérer que les jouissances matérielles sont le souverain bien, c'est erroné. C'est erroné parce que, il dit 2 choses, personne ne recherche une vie de richesse matérielle pour elle-même. C'est-à-dire que quand on interroge ces gens qui recherchent bien matériel, mais pourquoi recherchez-vous jouissance matérielle ou ces biens matériels? Pour être heureux ou pour me sentir puissant. Donc c'est toujours en vue d'autre chose. Donc on ne peut pas considérer, et c'est pour ça qu'il y a cette gradation, cette hiérarchie, que la recherche de jouissance matérielle ou sensorielle puisse être la fin ultime, le bien ultime. Aussi parce que ce plaisir ne dépend pas que de nous. Il dépend de quelque chose d'extérieur et donc place l'individu pas dans une situation d'autonomie mais de dépendance, puisque c'est bien matériel, cet avoir, évidemment, on peut le perdre. Il est donné par d'autres. Donc il crée un lien de subordination par rapport aux circonstances, par rapport aux autres, et donc il ne peut pas être défini
comme le bonheur, le souverain bien, la fin ultime. Parce qu'il n'est pas recherché pour lui-même et parce qu'il ne permet pas l'autonomie et qu'il va même engendrer de la dépendance, avoir de l'esclavage vis-à-vis de ça. Ou, en cas de perte de ses biens, un grand malheur. Donc, les possessions matérielles ne sont pas à condamner. C'est pas que pour être sage, il faut forcément être pauvre. Ou malade, ou comme on dit. Mais il ne faut pas reconnaître dans ces possessions matérielles la manière, ou la seule manière. Et peut-être c'est de lui que vient le fameux proverbe que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. C'est une manière très simple de dire la même chose. Ne négligeons pas la richesse, mais n'y plaçons pas le seul moyen d'atteindre le bonheur. Parce que c'est fragile, parce que c'est fugace. Et donc, une hirondelle ne faisant pas le printemps, une richesse matérielle, une jouissance matérielle ne fait pas non plus le bonheur. Bon. Alors, deuxième possibilité, il y a les esprits distingués et vraiment actifs, je cite, qui placent le bonheur dans la gloire. Et c'est à ce moment-là l'honneur, la recherche de l'honneur, qui est, pour ceux qui mènent une vie active dans la cité, donc une vie politique, vie active dans la cité, c'est une vie politique, eh bien, c'est l'honneur qui est la récompense rêvée. C'est le moteur des actions de l'homme politique. Et là aussi, il observe que ça pose un problème, ce que l'on peut constater tous les jours, c'est que ces honneurs, ou cette reconnaissance, cette gloire, elle peut être éphémère, et aussi elle est accordée par d'autres. Ce qui va à l'encontre de l'idée que le bonheur doit favoriser l'autonomie de l'individu. Et de cette idée d'autarcie, quelque part, du sage, qui ne dépend de rien ni de personne. Donc, cette gloire tant désirée, dit-il, c'est une preuve, simplement, peut-être, des capacités de quelqu'un, des capacités qui sont données à la collectivité, mais pour qu'en retour, la collectivité en reconnaisse le mérite. C'est-à-dire, jamais fait de manière totalement désintéressée. Et c'est un parcours orienté vers l'extérieur, c'est-à-dire, c'est pareil, on a la gloire, on a l'honneur, on le possède, ça fait partie de l'avoir. Donc, comme tout avoir, attention. C'est pour ça qu'il met en garde cet homme actif, cet homme politique, par rapport à cet esclavage, par rapport à l'honneur, à la gloire que la cité peut lui donner. Et l'époque, de toute façon, donne à l'envi des exemples de gens qui ont été au sommet et qui sont ensuite, qui ont chuté, ou l'inverse. Troisième mode de vie, là, vraiment c'est le dernier grade, dernière étape possible, ceux qui mènent une vie intellectuelle ou contemplative. Donc il ne faut pas se méprendre sur le terme intellectuel, ce n'est pas simplement ceux qui pensent ou qui réfléchissent, mais ceux qui, là aussi, mettent en acte quotidien leur excellence de pensée ou de raison. Puisqu'il ne suffirait pas de penser ou de réfléchir pour avoir cette vie intellectuelle, mais il faut surtout que ça soit appliqué, exécuté au quotidien. Donc c'est quoi cette vie intellectuelle ou contemplative? Elle est dédiée à la recherche de la vérité et à la science. Pour ces gens, le bonheur réside dans la vision des principes
Ce mode de vie est celui des sages, difficilement accessible au commun des mortels. Donc, chez Aristote aussi, il y a cette vision des principes, c'est-à-dire de ce qui est le plus fondamental, ce qui est le plus élevé en l'homme, l'excellence de l'homme. Je fais simplement une petite parenthèse pour bien comprendre le positionnement d'Aristote par rapport à Platon, parce que c'est souvent quand même ces deux philosophes qu'on a opposés l'un à l'autre. Vous vous rappelez que pour Platon, ce qui est essentiel, c'est qu'il y a un monde intelligible, le monde des idées, des archétypes, des essences, avec le bien, le beau, le bon, le monde intelligible, qui se reflète dans le monde sensible. Et qu'il y a une participation du monde sensible au monde intelligible. C'est-à-dire que le monde sensible n'existe que parce qu'il participe, à une plus ou moins grande mesure, du monde intelligible. C'est pour ça qu'on peut remonter pas à pas, comme on l'a vu dans le banquet, du monde sensible, c'est-à-dire du monde du multiple, des ombres, des reflets, des images, vers le monde de l'être et de la réalité. Aristote, à un moment donné, puisqu'il a suivi quand même pendant longtemps, plus de 20 ans, l'enseignement de Platon, qui était un des disciples de Platon, va dire « Oh là là, tout ça c'est bien joli, c'est une figure poétique, de rhétorique, mais moi je voudrais réfléchir en faisant l'économie du monde intelligible. Pour moi, le monde intelligible n'existe pas. On n'a pas besoin de s'y référer. Moi, je veux justement voir concrètement ce qui se passe dans le monde sensible. De ce qui est, comme je disais tout à l'heure, en acte, dans le monde sensible, donc ce qui est palpable, mesurable, etc. Ça, c'est son point de départ. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que, à l'intérieur du monde sensible, il va recréer un double niveau qu'il va juger différent et qui est différent du double niveau de Platon. Il va dire, dans le monde, et c'est là où c'est un peu compliqué chez Aristote, il y a deux niveaux, il y a le monde de la forme, donc le monde de la forme avec un F majuscule, donc il reprend le même concept de l'idée en fait, de eidos, l'idée forme, et qui va s'appliquer à la substance ou à la matière. Donc il va y avoir une dualité qu'il va recréer entre la forme et la substance ou forme-matière. Avec, malgré tout, la grande différence, et ça c'est énorme comme différence, elle n'est pas forcément très perceptible au début, mais au fil des siècles, c'est évidemment ce qui va créer le fossé entre l'une et l'autre vision, c'est qu'il dit que la forme, donc l'élément le plus élevé, ou la raison, ne peut pas être, ne peut pas exister sans la matière. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autonomie de la forme par rapport à la substance. Alors que chez Platon, il y a l'autonomie du monde intelligible par rapport au monde sensible. C'est pour ça que, par exemple, même si c'est pas très clair et c'est assez compliqué, chez Aristote, dit il n'y a pas de concept d'immortalité de l'âme. Parce que si le corps meurt, l'âme aussi, puisque le corps, ça serait la substance, et l'âme, la forme. Bon. Il va définir plusieurs parties dans l'âme végétative, l'âme animale, l'âme intellectuelle. Donc, à un certain moment, il dit oui, mais quand même, l'âme intellectuelle, c'est-à-dire le plus élevé, est quand même éternelle. Bon. C'est pas facile non plus de reconstituer le parcours d'Aristote, parce qu'on n'a pas retrouvé les œuvres d'Aristote, donc c'est compliqué. Mais pour dire que cette vie intellectuelle ou contemplative, pour Aristote, c'est le seul mode de vie qui permet de se rapprocher du divin, ou d'agir presque conformément au divin. Donc c'est vraiment une exigence extrêmement haute pour exprimer ce qui est la fonction spécifique de l'homme, la plus élevée, qui est
d'utiliser sa raison, mais vraiment la raison, pas simplement la capacité logique, hein, puisque ça va être le maître de la logique aussi, mais là, on est au-delà de la logique pure pour vraiment contempler, c'est-à-dire presque fusionner, hein, quand même, pas forcément fusionner, mais avoir un comportement presque identique à celui du divin, à ce Dieu, hein, qu'il définit, vous vous rappelez, comme une sorte de moteur immobile, mais qui met tout en mouvement. C'est très abstrait, hein, dire à la limite, la vision aristotélicienne, à certains moments, est beaucoup plus abstraite, hein, et compliquée que la vision platonicienne, puisque lui se refuse à l'image ou à faire référence au mythe, qui rend parfois beaucoup plus compréhensible les choses par l'image que le mythe véhicule. Là, c'est vraiment le maître de la logique, donc c'est argument après argument. Et bon, il faut savoir que dans l'éthique à Nicomaque, en tout cas, le summum de la vie humaine, c'est de toucher au moins du doigt cette vie contemplative. Pour lui, cette vie contemplative est de loin supérieure aux deux autres modes de vie. C'est incontestablement la vie la plus heureuse. Donc c'est ce vers quoi il faudrait tendre. Cette vie contemplative possède un caractère permanent, continu et indépendant. Alors là aussi, ça peut paraître paradoxal, il dit c'est l'autarcie du sage, c'est-à-dire qui se suffit à lui-même, parce que quand on est dans cette vie contemplative, on se suffit à soi-même. Puis après il va dire bon mais quand même, le sage aussi a besoin d'amis. Bon, il faut accepter hein, les contradictions, hein, ça fait partie aussi de visions qui ne sont pas comme des systèmes clos, ficelés, bien achevés. Non, c'est bien voir la pensée en mouvement. Et donc, selon aussi les traductions, selon les ouvrages, on va avoir des visions un petit peu différentes. Disons que le sage est celui qui peut le plus, peut-être, se passer d'amis. Voilà, on peut dire ça comme ça. Alors, ce qu'il dit, c'est que cette vie contemplative est la seule, en fait, qui corresponde à l'essence propre de l'homme. C'est quoi un homme ? Pour Aristote, l'essence propre de l'homme, c'est ce pourquoi il est là, ce pourquoi il est fait, sa finalité, c'est justement cette vie contemplative. Mais il va argumenter. Alors, pour démontrer donc la supériorité de cette vie contemplative ou intellectuelle, il s'interroge sur ce qui constitue l'essence propre de l'homme, parce que c'est pas évident. Et il dit, pour connaître la fin suprême d'un être, il faut connaître sa fonction spécifique. C'est quoi la fonction spécifique de l'être humain ? Par exemple, toujours des exemples pour faire comprendre, la fin dernière de l'œil est de bien voir. C'est-à-dire, la fonction spécifique ou l'essence de l'œil, c'est de permettre la vision. La fonction propre d'un être humain, c'est le fait de réaliser excellemment sa nature. Et c'est quoi la nature de l'homme ? C'est ce qui va permettre aussi d'être heureux. Eh bien, c'est la vie active de l'être doué de raison. C'est-à-dire que la différence spécifique entre l'homme et les autres êtres vivants provient de son âme rationnelle. Pas simplement de son âme végétative, comparable aux végétaux, ou de son âme animale, comparable à celle des animaux, mais son âme rationnelle, son âme douée de raison. Ce que ne possèdent pas les autres règnes. Donc la fin suprême de l'homme, c'est l'activité rationnelle. Mais pas une activité rationnelle abstraite ou désincarnée, c'est, comme toujours, l'actualisation d'un potentiel. Donc, la spécificité de l'homme, c'est pas simplement d'avoir une âme rationnelle, mais c'est que cette âme soit en mouvement
et en action. Donc, la fonction spécifique de l'homme, c'est d'agir effectivement, concrètement, selon la raison. C'est-à-dire de toujours se demander, bon, avant de faire un choix, avant de faire une action, est-ce que ce choix est rationnel? Est-ce que cette action est la meilleure ou la plus belle action que je puisse faire en fonction de cette capacité supérieure de l'âme humaine? Donc, le bonheur n'est pas un état statique, pour Aristote, c'est un pouvoir en devenir. Ça, c'est vraiment important. Un pouvoir en devenir. Il ne suffit donc pas de posséder la raison, qui est en chacun, mais d'agir effectivement selon la raison. Et là, ça nous rappelle des philosophes qui vont peut-être reprendre ces éléments d'Aristote. Je pense à un Descartes, qui dit « Le bon sens est la chose la mieux partagée du monde, encore faut-il qu'on s'en serve. » Le problème n'est pas tant de le posséder, ce potentiel, mais de s'en servir. Et il va expliquer la même chose avec la vertu. Il dit « On développe la vertu quand on s'en sert. » Et ça, c'est justement la responsabilité de tout un chacun de vouloir se servir, d'appliquer ces vertus, de vivre conformément à la vertu. Et je pense aussi à quelqu'un comme Kant, vous savez, avec ses fameuses critiques de la raison pure ou de la raison pratique. Dire, bon, l'intérêt de la raison, c'est quand même la raison pratique. C'est ce qui va donner ces notions d'impératif, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donne dans le concret, dans le quotidien, dans le comportement jour après jour de l'être humain. Vous voyez, c'est ce souci pragmatique vraiment qui peut définir Aristote. On peut avoir les plus belles idées du monde, mais il faut voir ce qu'on en fait. Et c'est là qu'on est jugé. Pas par Dieu, parce que chez Aristote, Dieu s'occupe du tout de tout ça, et dans une autre sphère, mais jugé par soi-même. Et qu'on peut justement faire que les choses en puissance deviennent en acte. Donc le critère, c'est l'acte. C'est pas la puissance, ou c'est même pas l'intention. Ah, mais j'avais de bonnes intentions. Oui, mais bon, il faut voir qu'est-ce que ces bonnes intentions ont donné concrètement. Et ça, c'est très important pour la suite, par rapport à justement cette vertu comme un juste milieu, parce que ce qui est essentiel, c'est pas la vertu abstraite, mais la vertu en acte. En fonction de situations toujours changeantes, toujours imprévisibles, qu'est-ce qu'on peut réellement appliquer. Donc ça, je crois que c'est important, c'est qu'il faut accorder beaucoup d'importance à la situation concrète, et pas à la théorie ou à l'abstraction. Ah, mais si les circonstances avaient été autres, j'aurais fait autrement. Oui, mais justement, les circonstances, elles ont été celles-là, et pas autres. C'est la notion qui est très très bien développée dans l'éthique à Eudème, beaucoup plus que dans l'éthique à Nicomaque, de la responsabilité. Notre responsabilité, elle se juge en acte, dans les situations concrètes. C'est ça qui rend la vie intéressante. Et de voir la vie comme un pouvoir en devenir, un bonheur en devenir. Donc peut-être d'avoir l'objectif d'être heureux juste au dernier moment de notre vie. Bon, donc, pour atteindre le bonheur, dit-il, il ne suffit pas de penser. Vraiment, ça me rappelle l'histoire du bon sens de Descartes. Tout le monde est doté de bon sens, de sens commun, de raison, de ces trois étages de l'âme, mais encore faut-il
s'en servir. Et ça ne se développe que si l'on s'en sert. Comme les piles. Machin. Donc faut pas hésiter à se servir des vertus, puisque c'est comme ça qu'elles se développent. Disons, voilà, y avoir accès, et comme il dit, la vertu est aussi une question d'habitude. C'est une autre manière de dire que, sans tomber dans la mécanicité de l'habitude, mais que c'est comme un muscle qui va s'atrophier si on ne le sollicite pas. Mais pour l'éthique, pour la vie éthique, la vie morale, c'est pareil. C'est pour ça que la chute peut être rapide. C'est comme si on n'utilise pas un muscle pendant quelques semaines. Voilà, après, ça va être très compliqué. Mais aussi, dans l'autre sens, si on s'en sert, cette vertu, elle va toujours plus se développer et donc être utile pour faire des choix, pour décider. Donc, il ne suffit pas de posséder la raison qui est en chacun, mais d'agir effectivement selon la raison. Le bonheur est atteint par ceux qui agissent dans la vie conformément à leurs fonctions propres. C'est-à-dire, en fait, être heureux, c'est être profondément humain. Voilà. On est être humain quand on est heureux. Et c'est quand même intéressant. Dans un pays dont on dit qu'il est plutôt dépressif, triste, stressé, consommateur d'anxiolytiques, ça peut apporter un peu du baume au cœur. Je vais vous citer le petit passage de l'éthique à Nicomaque où il dit ça, parce que c'est encore mieux que ce que je dis moi. De l'aveu général, le bonheur est complet, se suffit à lui-même puisqu'il est la fin de notre activité. Il reprend un petit peu. Mais peut-être, tout en convenant que le bonheur est le souverain bien, désire-t-on encore avoir quelques précisions supplémentaires. On arriverait rapidement à un résultat en se rendant compte de ce qu'est la fonction propre de l'homme. Pour le joueur de flûte, pour toute espèce d'artisan et en un mot pour tous ceux qui pratiquent un travail et exercent une activité, le bien et la perfection résident, semble-t-il, dans la fonction même. De toute évidence, il en est de même pour l'homme. S'il existe quelque acte qui lui soit propre. Il fait bien le distinguo entre l'activité de l'être humain, enfin l'activité du joueur de flûte ou de l'artisan qui peut le combler parce qu'il est dans cette activité, de ce qu'est l'être humain, au-delà du job ou du masque qu'il porte, ou du rôle qu'il joue dans la société. De toute évidence, il en est de même pour l'homme. S'il existe quelque acte qui lui soit propre, faut-il donc admettre que la nature ait fait de l'homme un oisif ? Si le propre de l'homme est l'activité de l'âme, en accord complet ou partiel avec la raison, ça c'est vraiment la définition, si le propre de l'homme est l'activité de l'âme, en accord complet ou partiel avec la raison, nous supposons que la fonction de l'homme est un certain genre de vie et que ce genre de vie est l'activité de l'âme accompagnée d'actions raisonnables. À ces conditions, le bien propre à l'homme est l'activité de l'âme en conformité avec la vertu. Vous voyez, il y a une sorte de synonyme, raison, vertu. L'âme raisonnable ou rationnelle est l'âme vertueuse. C'est pour ça qu'après, il va définir qu'est-ce que c'est que la vertu. Et si les vertus sont nombreuses, selon celle qui est la meilleure et la plus accomplie, il en va de même dans une vie complète. Donc, être heureux, c'est être humain, c'est faire fonctionner la partie la plus haute de l'âme rationnelle, c'est-à-dire agir
agir, hein, pas simplement avoir ça en potentiel, mais en acte, agir de manière rationnelle et aussi donc conformément à la vertu. Voilà comme on peut définir quelques mots l'éthique aristotélicienne. Déjà avec l'éthique à Nicomaque. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'éthique à Eudème va apporter une autre vision, qui est un peu un bémol hein, par rapport à cette recherche de la vie contemplative. Et c'est là où il va développer ce qu'on avait vu un petit peu la semaine dernière, c'est la fin en fait, de l'éthique à Eudème, que en fait la fonction spécifique ou propre à l'homme, c'est le kalos kagatos. C'est-à-dire être beau et bon à la fois. Le fameux kalos kagatos, hein, en grec, kalos beau, kagatos bon. Mais ce qu'il va bien expliquer, c'est là où peut-être on peut voir un peu quelque chose qui ressemble à Platon, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une juxtaposition de concepts, beau et bon, il y a une articulation causale entre les deux. Et l'articulation causale, c'est être bon en vue du beau. La valeur suprême, c'est le beau. On aurait pu penser l'inverse. Hein? En fait, non. Explique être bon en vue du beau. Lui aussi, alors est-ce que c'est dans sa jeunesse ou dans sa maturité qui va dire cela? On ne sait pas, parce que c'est assez platonicien. C'est aussi en ce sens qu'on dit que l'éthique à Eudème a des accents plus platoniciens que l'éthique à Nicomaque. Bon, ça c'est une discussion un peu d'experts, mais c'est vrai qu'il y a tout un développement sur le kalos kagatos qu'il n'y a pas du tout dans l'éthique à Nicomaque. Est-ce que le fait d'être bon ne rend pas beau, ne rend pas beau aussi? Si, c'est justement dire être bon est la voie privilégiée pour atteindre le beau. Et là, on voit que vraiment Aristote est un grec, avec vraiment toujours cette recherche du beau, mais là, vraiment, qui ne va pas être comme chez Platon, l'archétype, l'idée du beau, mais pour Aristote, le beau en acte. Ça, c'est l'intérêt du kalos kagatos, c'est un idéal pour tout être humain, d'être beau et bon, mais bon en vue du beau. Et donc, toute action bonne va être décrétée belle. Mais avec une sorte de supériorité hein, du beau par rapport au bon. Alors que c'est parfois des notions qu'aujourd'hui on pourrait totalement dissocier. Parce que le beau est aussi devenu quelque chose d'une recherche esthétique, donc peut-être formelle ou extérieure. Alors que là, évidemment, le beau, c'est le beau de l'âme. Hein, on est clair. Même si, pour un grec, ça doit aussi, ça on l'avait vu, hein, s'incarner aussi dans l'harmonie. Disons qu'il y a cette notion d'harmonie. Et je crois que chez Aristote, quand il dit que la vertu est un juste milieu, une médiété, comme on va voir après la pause, c'est pas simplement un plus petit commun dénominateur ou simplement un compromis entre deux excès ou deux extrêmes, c'est qu'il y a vraiment une recherche d'harmonie, une recherche de beauté. Et donc, la vertu est aussi ce qui nous amène au bon et au beau. Le bon en vue du beau. Ça, j'insiste parce qu'on pourrait juxtaposer ces deux notions, beau et bon. Elles sont articulées. Hein, elles sont vraiment de manière causale. Hein, l'un entraîne l'autre. Ça va? Bon, c'est pas évident, Aristote. Hein, mais, que ce soit l'éthique à Nicomaque ou l'éthique à Eudème, vie contemplative ou kalos kagatos,
il y a un concept clé, central dans l'éthique d'Aristote, c'est celui de vertu. Et donc, comment Aristote définit-il la vertu? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'original, comment on essaie de voir les différences entre Platon et Aristote, vision platonicienne et la vision aristotélicienne. Pour Aristote, la vertu, qu'on traduit aussi par excellence, le terme grec arrêté, la vertu ou l'excellence, n'est pas quelque chose d'abstrait, mais c'est un acte. Bon, j'en ai déjà parlé, mais j'insiste, la vertu est toujours une vertu en acte, en situation, et pas étudiée de manière abstraite. Donc, la vertu est quelque chose qui a vraiment besoin d'être appliqué pour être réellement possédé. Bon, ça peut sembler évident, on ne peut pas se dire courageux, comme ça, si on n'a pas des preuves concrètes de situations où on a démontré son courage. Et pas simplement à soi, mais aussi aux autres. Alors, la vertu donc n'est pas une simple connaissance, ni une action isolée, mais une habitude, une disposition stable et durable de la volonté. Donc c'est une disposition stable et durable de la volonté acquise par la pratique du bien agir. Donc, en un mot, pour devenir heureux, il faut devenir vertueux, et pour devenir vertueux, eh bien, il faut s'exercer à la vertu, exercer sa vertu à travers ses actions. La vertu ne s'acquiert pas sans effort, et la preuve pour Aristote, c'est que le vice, qui est le contraire de la vertu, se rebelle et résiste. C'est-à-dire que le vice est là pour nous rappeler que ce n'est pas évident, ou ce n'est pas un automatisme que d'être vertueux. C'est un effort quotidien. C'est aussi une responsabilité. Donc, cette vertu, c'est l'actualisation de notre potentiel, et cette vertu, elle va se manifester au niveau de nos comportements. Donc, on ne peut pas se dire vertueux si ce que l'on fait, manifestement, ne l'est pas. On est jugé, comme je disais tout à l'heure, sur ses actes. Alors, un des éléments caractéristiques d'Aristote, que vous trouvez abondamment expliqué dans les ouvrages sur Aristote, c'est que, à la différence de Platon qui définit la vertu un peu comme un idéal vers lequel tendre, et qui doit être recherché en fait quelque part pour elle-même, Aristote, lui, définit la vertu comme un juste milieu. C'est la fameuse expression « la vertu est un juste milieu entre deux extrêmes », ou entre deux excès, ou entre un excès et un défaut. C'est ce qui fait défaut, c'est ce qui manque. Un défaut. J'ai un défaut. Il y a un manque. Donc, on navigue soit entre quelque chose qui est en trop, soit avec quelque chose qui n'est pas assez. Et le fait de trouver le juste milieu est une des définitions de la vertu chez Aristote. Alors, comme c'est un peu plus compliqué que ça, ou qu'il peut y avoir un peu des malentendus sur cette notion, je vais vous lire le petit passage là-dessus de Éthique à Eudème. Donc, sur ce sujet de la vertu, juste milieu, il y a des choses bien sûr dans l'éthique à Nicomaque, mais l'éthique à Eudème qui est moins connue, donc c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui est le moins connu, c'est vraiment très très bien expliqué. Alors,
c'est le chapitre 3 du livre 2 qui s'intitule « L'excellence, moyen terme entre deux extrêmes ». L'excellence, moyen terme entre deux extrêmes. Et donc, c'est vrai que ça a donné cette interprétation, où il suffit de moyenner, hein, comme on dit, de trouver à peu près le juste milieu, et on sera dans la vertu d'Aristote. C'est là où on va expliquer que c'est pas aussi simple. Évidemment. Alors, voilà ce qu'il dit, Aristote. D'autre part, dans tous les domaines, ce qui est moyen est le meilleur pour nous. C'est en effet ce que la science et la raison ordonnent. Et c'est aussi ce qui produit partout le meilleur état. Donc, cette notion de moyen, vous voyez, ce qui est moyen. Par conséquent, l'excellence éthique est nécessairement liée à certaines moyennes, c'est-à-dire qu'elle est une certaine médiété. Alors ça, c'est un mot à médiété. Ce qui est le propre de ce qui est moyen. Médiété. J'insiste sur ce mot médiété parce que très longtemps, le terme grec a été traduit par médiocrité. Évidemment, c'est pour ça qu'il faut toujours retraduire et retraduire, parce que la médiocrité aussi renvoie à cette origine de ce qui est médian. Vous voyez, médiocre, un bon médiocre, un moyen, quoi. Cette notion d'homme moyen. On fait des sondages auprès du français moyen. Est-ce que ça existe vraiment? On peut se poser la question. Non. Donc, le concept maintenant, je trouve que c'est quand même mieux, mais c'est vrai que ça ne s'emploie pas tous les jours, médiété. La qualité de ce qui est moyen. Il faut donc saisir quelle sorte de médiété est l'excellence et à quelle moyenne elle est liée. Oui, ça peut sembler contradictoire, cette notion de médiété, donc de trouver un peu la moyenne, le juste milieu, et la notion d'excellence. À titre d'exemple, prenons et considérons chacun des thèmes de ce tableau. Et là, vous avez une énumération, je ne vais pas tout vous lire, mais de vertus comme juste milieu. Par exemple, irascibilité, indifférence, douceur. Ça veut dire que la vertu dite douceur serait un juste milieu entre un excès, irascibilité, un excès de colère, et l'indifférence, où là, ça manque justement de réaction. Bon. Autre exemple, là, plus connu. Témérité, lâcheté, courage. Le courage serait un juste milieu entre la témérité et la lâcheté. Donc si on n'est ni téméraire ni lâche, on est courageux. Vous voyez comment ça fonctionne? Alors, notre exemple. Flatterie, malveillance, amitié. L'amitié serait un juste milieu entre la flatterie et la malveillance. Bon, on va un peu revenir là-dessus. Et, je vous en cite un dernier, il y en a pas mal. La fourberie, la naïveté, la sagesse. Sagesse comme juste milieu entre la fourberie et la naïveté. Alors, à la fin du tableau, il dit, c'est là le genre d'affection dont l'âme est susceptible, et les unes signifient un excès, et les autres un défaut. Un des mérites de ce tableau, c'est de montrer les excès et les défauts, qui sont notre manière de dire un excès, mais en manque. En effet, l'irascible est celui qui s'irrite plus qu'il ne faut, plus rapidement aussi, et contre plus de gens qu'il ne faut.
L'indifférent est celui qui s'irrite contre trop peu de gens, trop peu souvent et insuffisamment. Le téméraire est celui qui ne craint ni ce qu'il faut, ni quand il faut, ni comme il faut. Tandis que le lâche craint ce qu'il ne devrait pas craindre au moment et comme il ne doit pas le faire. Bon. Et ça continue avec pratiquement tous les exemples que je vous ai, et d'autres que je vous ai cités. Donc, la question est-ce que vraiment la vertu, s'il s'agit d'une excellence, n'est que ce juste milieu entre un excès et un manque? Enfin, lui qui vraiment fait l'apologie de l'amitié, par exemple, est-ce qu'il est cohérent de considérer que l'amitié n'est simplement qu'un juste milieu entre une flatterie et une malveillance? Enfin, moi j'en doute. C'est-à-dire, il définit l'amitié d'une manière tellement exemplaire, tellement belle, qu'on peut se dire, bon, bah, c'est juste en étant ni trop flatteur, ni trop malveillant qu'on peut... Donc, je crois qu'il ne faut pas faire de contresens. Si... Alors, l'intérêt, bien sûr, c'est de montrer le risque des extrêmes, le risque des excès. Et Aristote est grec, donc il a toujours cette peur de l'hubris, de la démesure, dans un sens ou dans l'autre, un excès ou un manque. Ça, c'est évidemment très évident. Mais surtout, je crois que l'intérêt, c'est de montrer que cette histoire du juste milieu ne peut se comprendre qu'en situation. Parce que théoriquement, ça ne tient pas la route. Enfin, je dirais, vulgairement parlant. On se rend compte que ça manque, c'est un peu trop horizontal, quoi, l'histoire. Et que ce n'est pas un juste milieu géométrique, hein, où bon, on va doser et on va atteindre l'excellence. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose, je ne dirais pas de transcendant, parce que la transcendance chez Aristote, elle est pas évidente, mais c'est surtout de montrer que celui qui va donner le critère, la mesure de la vertu, ce n'est pas un modèle abstrait ou un modèle théorique, mais c'est l'homme lui-même. Et c'est tout l'intérêt de la vertu en acte, ou de la raison pratique. C'est-à-dire que ce n'est que l'homme lui-même qui peut juger en situation quel est le juste milieu. C'est pas un juste milieu fixe, rigide, voilà, il faut trouver l'équilibre. Non, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire, dans chaque situation, être conscient des extrêmes et juger en fonction de la situation le point d'excellence où on peut se situer, qui est forcément un point plus élevé, je dirais, que les deux qu'on essaie de moyenner. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper sur cette notion de médiété. Ce n'est pas simplement une question de dosage horizontal, mais qu'il y a cette recherche d'une excellence, mais où il n'y a pas de modèle. Et ça, c'est toute la difficulté aussi de la vision d'Aristote. Il ne donne pas beaucoup de pistes ou d'orientation. Comment développer la vertu, puisque ça dépend, à la fin, de la circonstance qui est vécue. Donc on ne peut jamais dire à l'avance ou à quelqu'un, tiens, voilà, être vertueux, c'est ça. Être courageux, c'est ça. Être sage ou être digne ou être dans l'amitié, c'est comme ça. Il n'y a pas de recette. Parce que c'est l'homme lui-même qui va définir à chaque situation ce qui est le mieux. Pour moi, c'est une interprétation que je fais de cette vertu juste milieu. C'est-à-dire que ce qui prévaut, c'est la situation. C'est pour ça qu'il y a je crois, cette expression, et l'irascible est celui qui s'irrite plus qu'il ne faut, plus rapidement aussi, et contre plus de gens qu'il le faut. Ça fait référence à des situations réelles, à des situations concrètes.
L'indifférent est celui qui s'irrite contre trop peu de gens, trop peu souvent et insuffisamment. Donc, la vertu juste milieu, ou cette recherche de l'excellence, elle est justement de la responsabilité de tout un chacun qui, en fonction de la situation qu'il vit, va par lui-même déterminer ce qu'est ce juste milieu. Mais d'un individu à l'autre, d'une circonstance à l'autre, ça peut varier. Ça, c'est le pragmatisme aristotélicien. Avec un avantage, c'est que c'est plus ancré peut-être dans le concret, dans les situations concrètes, et en même temps, ça laisse place au doute. Il y a autant de vertus que d'individus. Alors, justement, pour éviter ce relativisme, parce qu'on va dire, si c'est chacun qui est le propre juge, chacun peut se juger par lui-même vertueux, et donc chacun va définir ses critères. Alors, justement, non. Mais c'est là où c'est un petit peu complexe, dire contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a quand même ce critère de la raison qui prévaut, qui doit être approprié par l'individu pour pouvoir juger quand même le plus justement, et ne pas être dans le relativisme où, de toute façon, chacun va définir ce qui lui convient, quelque part. C'est subtil, mais disons, c'est vraiment cette vertu moyenne pour éviter les comportements extrêmes. Et voilà ce qu'il va dire, ce que j'ai trouvé. Dire que la norme, c'est le vertueux lui-même qui la fixe dans la situation particulière où il est. On ne peut pas juger de la vertu de quelqu'un hors situation, et c'est dans la situation qu'à chaque fois il faut justement réfléchir. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de recette toute faite, et c'est là ce mouvement, ce devenir de la vertu. C'est parce qu'à chaque situation, il faut se reposer la question que il y a cet apprentissage, cet assesse de la vertu. Il ne s'agit pas d'une norme transcendante qui permettrait de fixer pour chacun un but idéal. C'est la personne qui fixe le but et qui détermine la bonté et la beauté morale de son action. Alors, voilà ce qu'il dit. Par exemple, par rapport au courage. Parce que il faut quand même avoir des critères pour savoir si on est courageux, ou si on a été courageux, ou téméraire, ou lâche. C'est pas évident. Parce qu'on peut penser une chose et puis les faits démontrer le contraire. Alors, il dit, ne sont courageux ni celui qui est sans peur, ni celui qui affronte le danger par plaisir, mais celui qui craint ce que la raison commande de craindre. Il y a cette référence, alors on ne va pas dire une référence transcendante, mais une référence quand même à ce que la raison commande de faire. Et affronte, donc celui qui est courageux, affronte ce que la raison commande d'affronter, si bien que le sujet se comporte de la manière qui convient au citoyen libre et vertueux qu'il est. L'idéal, c'est quand même de se comporter comme un citoyen libre et vertueux, en se demandant à chaque instant ce que la raison commanderait. Donc, il y a quand même un critère qui n'est pas seulement personnel. Parce que sinon, là, effectivement, chacun fait sa hiérarchie de valeurs. Ce qui est important aussi pour Aristote, c'est que même face à l'infortune, l'homme peut agir de manière vertueuse. Rien ne le contraignant à agir de telle ou telle manière. L'homme est libre, toujours. Il a le choix, toujours, d'un comportement plutôt que d'un autre. Donc, même dans les pires situations ou circonstances, il peut toujours être vertueux.
sans se laisser happer par les circonstances. Quelles que soient les circonstances, l'homme peut toujours agir de la meilleure manière possible et donc être heureux, le bonheur étant l'activité de l'âme conforme à la vertu. Donc, si le comportement est conforme à cette âme conforme à la vertu, l'homme pourra être heureux dans les pires circonstances. Il ne fera pas dépendre son bonheur de circonstances plus favorables. L'homme est maître de son action, c'est donc lui le seul responsable de son bonheur. Le vrai bonheur ne pouvant disparaître par les seules circonstances. Alors, ça c'est important, et ce qui est important aussi, c'est qu'il va développer un concept que Platon va utiliser aussi, mais dans un autre sens, qui est celui de la prudence. La prudence, c'est un concept aristotélicien vraiment important, qui va être repris après notamment par certains stoïciens comme Cicéron, qui vont dire que l'homme vertueux est l'homme prudent. Mais là aussi, il ne faut pas faire de contresens sur le mot prudent. C'est là aussi un peu un juste milieu entre la témérité et la lâcheté. Donc, ce que les Grecs appelaient la phronésis, la prudence, c'est en fait, peut-être pour Aristote, la plus grande des vertus. Être prudent dans ses choix. Mais, vous voyez, là aussi, on est sur un fil. Ça montre bien cette excellence on peut toujours basculer dans un extrême ou dans l'autre. C'est difficile de se tenir sur l'arête de cette prudence, puisque trop de prudence est la lâcheté, pas assez, c'est la témérité. Donc on retombe à la problématique du courage. Est-ce que c'est la prudence par rapport aux autres ? La prudence, c'est par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport aux circonstances, par rapport à tout. C'est Ne pas mettre les autres en danger. Oui, ça peut. Oui. Disons, c'est soi-même, les autres aussi. Oui. Alors, la prudence, c'est toujours pareil. C'est une vertu pratique en lien avec l'action. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la prudence, c'est la faculté de faire le bon choix dans des circonstances concrètes, toujours différentes et imprévisibles. C'est en cela qu'il va lier la prudence à l'expérience, puisque si Aristote accorde tant d'importance aux situations concrètes, pragmatiques, il y a une notion qu'il va mettre en avant, c'est celle d'expérience, c'est-à-dire de cumul d'expérience. Vous voyez, c'est différent de chez Platon. Chez Platon, la prudence est comme un savoir qui s'obtient par réminiscence, quelque part. On se rappelle, on se souvient, il y a une réminiscence qui fait qu'on peut récupérer d'un coup quelque chose qui était obtenu mais qu'on avait oublié. C'est très très différent de la vision d'Aristote, où c'est une autre vision, peut-être plus laborieuse, où on construit pas à pas, et où c'est les expériences quotidiennes qui vont nous amener peu à peu, si on en tire expérience justement, si on en tire un enseignement, vers ce juste milieu qui est extrêmement difficile à tenir. Donc une prudence qui requiert l'expérience. Il n'est pas possible d'être homme de bien sans prudence, et on ne peut pas être prudent sans vertu morale. Alors, encore une petite phrase pour comprendre comment ça fonctionne. L'homme prudent n'applique pas des règles universelles au cas particulier.
Chez Aristote, il n'y a pas de règle universelle. De règles universelles, atemporelles, valables en tout temps, en tout lieu, qu'il s'agirait d'appliquer dans notre quotidien. On peut dire, c'est peu rassurant. Et en même temps, ça met l'accent sur le mouvement, sur le devenir. Il n'y a pas de mesure fixe, stable, permanente, ou encore de critères universels qui permettraient de départager les hommes prudents des autres. C'est l'homme qui est la mesure de cette vertu et non le contraire. Et c'est pour ça qu'on a parlé, à propos de la prudence d'Aristote, de petite sagesse. D'une sagesse un peu du quotidien, d'une petite sagesse, une sagesse pratique, oui, qui est en rapport avec la pratique, avec l'expérience, alors, enfin, et qui nécessite quand même plein de vertus, de recul et de patience, et qui s'opposerait peut-être à cette grande sagesse qui serait dans justement la vie contemplative, celle qui nous rapproche le plus du divin. Donc d'une certaine manière, si la grande sagesse nous est inaccessible, nous sommes par contre tout à fait en mesure de pratiquer cette petite sagesse. Oui, expression. Bon, ça après c'est des exégèses qui ont donné ces noms, mais ça peut, disons, quelque part, enfin, sauf si on est vraiment aristotélicien convaincu, créer une sorte de hiérarchie entre la petite sagesse et la grande sagesse. Donc, soit à l'intérieur de la vision d'Aristote, le kalos kagatos, petite sagesse, vie contemplative, grande sagesse, ou avec la vision de Platon, qui, elle, propose, dès le départ, d'atteindre quand même, par la dialectique, la grande sagesse, la vision des archétypes. Donc cette notion de prudence, je trouve qu'elle est intéressante comme réflexion sur... qui n'est pas, j'insiste, être mièvre. C'est ça que j'ai peur avec cette notion de médiété. On dit, bon, voilà, on moyenne, on calcule. C'est pas ça. Et ça se voit, évidemment, avec l'amitié. On terminerait là-dessus, puisque c'est là-dessus aussi qu'Aristote termine. L'amitié qui fait partie quand même intégrante de cette recherche du bonheur. Comme il dit, c'est ce qu'il y a de plus nécessaire pour vivre. L'amitié. C'est ce qu'il y a de plus nécessaire pour vivre, car sans amis, personne ne choisirait de vivre, eût-il tous les autres biens. Donc l'amitié, pour Aristote, c'est un moyen aussi d'atteindre l'excellence par le fait de solliciter sa propre excellence et de voir l'excellence de l'autre. Il y a dépendance. Dépendance. Il y a dépendance. Dépendance, non. Non. C'est justement dans cette excellence, c'est là où c'est une construction. Avoir un ami ou avoir des amis, c'est prouver en acte qu'on a touché à l'excellence de son âme, puisqu'il n'y a pas d'excellence sans l'autre. Ça, c'est quand même très, très important chez Aristote. Il n'y a pas d'excellence sans l'autre, sans l'altérité, sans l'autre. Donc, construire une amitié, c'est prouver en acte, j'insiste, sa propre excellence, et c'est surtout reconnaître l'excellence de l'autre. C'est pour ça que l'amitié se situe à un niveau quand même élevé de l'âme. Que c'est pas simplement qu'on a besoin de l'ami, enfin de le voir un peu comme quelque chose d'utilitaire, parce qu'il peut rendre service, parce qu'on ne sait jamais, parce que ce qu'il dénonce comme une fausse amitié, basée sur le calcul, mais une amitié désintéressée, où chacun se réjouit de l'excellence de l'autre. Ça oblige à se mettre sur la pointe des pieds, une expression triviale, pour
que cette amitié prenne en considération ce que chacun a de meilleur. C'est une amitié basée sur le meilleur de chacun. Et pas autre chose. Soit un partage de sensations, d'émotions, ou de calculs, ou d'utilitarisme. C'est une amitié très exigeante. C'est pour ça que pour Aristote, bon, c'est pas forcément dit de manière très explicite, mais on ne peut pas avoir beaucoup d'amis. Dans le sens d'une véritable amitié sans arrière-pensée. Alors, comme il dit, parce qu'il n'est pas non plus naïf, il dit l'amitié peut être fondée sur le plaisir, le fait de partager de bons moments ou des plaisirs communs. C'est pas... Il ne néglige rien, Aristote. Simplement, il dit attention à ne pas considérer comme fin ultime quelque chose qui n'est qu'un outil ou qu'une étape. Donc le plaisir, elle peut être fondée aussi sur l'utilité. C'est ce qu'on entend tous les jours. On a quand même besoin d'amis. Des gens sur lesquels on peut compter, qui vont nous aider. À qui évidemment je suis là aussi, mais il y a un petit calcul quand même. Petit calcul utilitaire. Ou, sommo, là aussi il y a une hiérarchie, l'amitié peut être fondée sur le bien. Seule cette dernière est véritable et désirable par elle-même, c'est-à-dire l'amitié fondée sur l'amour réciproque du bien. Comme toute vertu, l'amitié est une disposition, c'est-à-dire tout le monde a ce potentiel d'amitié qui s'actualise dans la vie commune. Il faut bien toute une vie, là encore, tout le mouvement, le devenir de toute une vie pour construire une véritable amitié. Et cette amitié suppose une perfection, elle peut atteindre sa perfection entre amis égaux en valeur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de véritable amitié pour Aristote sans égalité. C'est des êtres sur un pied d'égalité. Donc pas entre un supérieur ou un inférieur. Parce que là, il y a toujours la notion soit de nécessité, soit de calcul. Il faut que les individus se considèrent comme des égaux. Ça, c'est très très important. Comme des égaux. Pour susciter ce respect. Et donc, ça suppose de voir au-delà du masque, de ce qui est montré par la personne. Puisqu'au niveau de l'âme rationnelle, il y a vraiment cette égalité. En tout cas, en puissance. Même si elle n'est pas forcément en acte. Alors, il dit de très très belles choses. L'accomplissement de notre vie morale s'effectue en relation avec l'autre. L'amitié est une relation d'affection réciproque entre deux adultes qui se traitent d'égal à égal et dans laquelle chacun se réjouit de la vertu de l'autre. L'homme ne se suffit pas à lui-même et c'est avec ses amis qu'il peut atteindre une sorte de complétude. La vertu ne peut s'exprimer par un simple rapport à soi, elle a besoin d'autrui. Sans amis, nul ne voudrait vivre. L'amitié apparaît vraiment comme une condition vraiment essentielle au bonheur. Voilà, donc ça nous incite à nous poser la question. Si on a des amis, c'est bien un ami. Et il va terminer, c'est un peu implicite, mais la manière dont il termine l'éthique à Eudème est assez symptomatique.
de la vision d'Aristote qui peut peut-être provoquer une certaine perplexité ou frustration parce qu'on est dans une vision qui n'est pas aussi nette. Enfin, c'est pas, on peut pas dire que la vision platonicienne elle est complexe aussi, mais disons qu'on peut voir plus de contradictions à l'œuvre, en devenir justement, puisque c'est le fait de s'intéresser à un monde en devenir. Bon, ben, les choses fluctuent. Et donc il y a une notion, que je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais qui est importante chez Aristote, c'est la notion de limite. Le fait de se situer toujours en limite. Je pense que c'est à relier aussi à la notion de juste milieu, hein, ou de médiété. Pour moi, c'est comme un fil d'acrobate, quoi. Il dit ceci, c'est tout à fait la fin de l'éthique à Eudème. C'est donc, quel qu'il soit, le choix qui correspond à l'acquisition des biens naturels, biens du corps, richesses, amis, favorisant le mieux la contemplation du Dieu qui sera le meilleur, et voilà la plus belle limite. Là, je disais que la vie contemplative, c'est surtout l'éthique à Nicomaque, mais il y fait référence tout à la fin de l'éthique à Eudème. Ça revient. Hein. Quel que soit son choix, hein, donc de jouissance matérielle, vie politique ou de vie contemplative, de toute façon, ce qui est le mieux, c'est ce qui favorise la contemplation du Dieu. C'est ça le meilleur, et voilà la plus belle limite. C'est là où on se rend compte qu'il faut tendre vers une limite, mais après, Dieu, lui, est dans un autre plan. Hein, Dieu en tant que tel est inaccessible. Mais on peut se rapprocher jusqu'à une limite et sentir que c'est là la limite. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand on parle de dualisme à propos de Platon, je pense que c'est quand même un contresens. Par contre, dualisme chez Aristote, oui, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le comprendre, parce qu'il y a vraiment le plan divin, Dieu, moteur immobile, enfin qui est une abstraction en fait, et puis il y a la vie de l'homme, hein, qui peut monter, qui peut, disons, par l'expérience, par le temps, arriver à une certaine limite, mais qui dit limite, dit que c'est quand même une sorte de limite qu'on ne peut pas franchir. Hein, une frontière. C'est en tout cas comme ça qu'on peut l'interpréter. Tout autre choix qui, par défaut ou excès, empêche de prendre soin du Dieu et empêche la contemplation est mauvais. Voilà, il est quand même assez direct. Donc, toujours cette notion d'éviter le défaut ou l'excès. D'autre part, on a cette capacité par l'âme, et c'est justement la limite excellente pour l'âme, d'être conscient le moins possible de l'autre partie en tant que telle. C'est-à-dire que aller vers cette limite, hein, de la vie contemplative, c'est d'être conscient le moins possible de la partie de l'âme qui ne nous amène pas vers là. C'est-à-dire de la partie non rationnelle de l'âme. La partie végétative ou la partie animale. Donc, ça montre bien que plus on muscle, entre guillemets, l'âme rationnelle, moins on va se préoccuper de la partie plus inférieure de l'âme, ou plus sensitive ou sensorielle de l'âme. C'est un peu comme des vases communicants. Plus on va travailler cette âme rationnelle, moins on sera dépendant des autres parties de l'âme. Voilà donc traité ce qu'est la limite, la définition, hein, de la kalo-kagati, et ce qu'est le but des choses absolument bonnes. Non, c'est pas facile. Non. C'est pas facile. Alors, vous savez, comme je l'avais dit, que comme l'UNESCO a dit, voilà, on va fêter en 2016 le 2400e anniversaire de la naissance d'Aristote, ce qui est tout à l'honneur de l'UNESCO, de se préoccuper quand même de ce pauvre Aristote.
Disons qu'on se rend compte que quand même, c'est un philosophe important. Il est essentiel, même s'il est compliqué. C'est vrai, parce que c'est assez abstrait, c'est assez subtil, ça peut apparaître comme plein de contradictions. Il faut, je crois, l'approcher peu à peu, enfin voilà, se familiariser peu à peu avec ces notions. Mais vous voyez que ce qui domine, c'est voilà, le pragmatisme, la situation concrète, l'expérience, le temps, la prudence, la médiété, la notion de limite. Enfin, il y a des concepts qui se relient les uns aux autres, qui sont clés. Pendant très longtemps, il y a des philosophes qui ont essayé de concilier Platon et Aristote, pendant plusieurs siècles, comme si c'était deux visions qu'on pouvait vraiment associer, et complémentaires quelque part. Et je crois vraiment à cela. Dans la mesure où chacun va avoir un éclairage différent. Le problème est qu'au fil des siècles, ces deux visions se sont vraiment écartées, opposées de plus en plus, parce qu'on a un petit peu caricaturé chacune. Donc on a caricaturé Platon, on a caricaturé Aristote, et à un moment, ils sont inconciliables. Et on a vu dans le Moyen-Âge ou après, il va y avoir les tenants d'Aristote, les tenants de Platon, et avec Averroès qui va retraduire les œuvres d'Aristote, Aristote va en Occident en tout cas un peu éclipser Platon. Parce que la démarche d'Aristote, pour ça j'en ai pas parlé là, mais qui est une démarche de logique, une démarche de connaître, de classer, de classifier, etc., va être à l'origine de la vision scientifique. Et de la méthode inductive, c'est-à-dire voilà, on part de l'expérience. Et on remonte pas à pas des lois particulières aux lois générales. Ce n'est pas la méthode déductive platonicienne. Donc c'est sûr que la technologie, la science prenant un grand espace depuis quelques siècles, en Occident et partout, c'est la vision aristotélicienne qui prime. Et ça a éclipsé la vision platonicienne. Mais, et aussi, il ne faut pas se leurrer, c'est vrai qu'il y a une véritable rupture sur certains éléments d'Aristote par rapport à Platon. L'élément le plus évident, c'est la référence au mythe. Jamais Aristote ne fait de référence au mythe. Pour lui, c'est des contes de bonnes femmes, enfin, c'est des histoires qui ne sont pas réelles. Là, il y a vraiment une rupture. C'est-à-dire que, donc, si on définit la philosophie antique comme justement l'alliance du mythos et du logos, c'est-à-dire du mythe et de la raison, ou de la logique, c'est sûr que Aristote va nous entraîner sur la voie du logos, du seul logos. Ce que fait Descartes. Oui, dans une autre époque, d'une autre manière. Mais là, c'est vrai que vous ne trouverez jamais d'histoire, jamais de mythe chez Aristote. Il se méfie du mythe, alors que Platon, il fait largement référence. Là, il y a une rupture. Et il y a aussi une autre grande rupture qu'apporte Aristote, il faut bien le voir aussi, c'est par rapport à l'immortalité de l'âme, la réminiscence, et aussi ce qui était chez Platon quand même très important, c'est cette notion de transmission de maître à disciple. Aristote ne se reconnaît pas de maître. Donc, c'est pas simplement de ne pas se reconnaître de maître, mais de se reconnaître une lignée. Alors que Platon, évidemment, reconnaît la lignée pythagoricienne, orphique, etc. La lignée est claire. Chez Aristote, il n'y a pas de lignée, puisqu'il dit, de toute façon, s'il faut préférer... moi, je préfère la vérité à l'amitié. C'est-à-dire, j'ai une grande amitié pour Platon, mais je préfère la vérité, donc je vais... poser un peu en contre un certain nombre d'idées platoniciennes. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une rupture, il y a des éléments de rupture, mais il y a aussi, sur certains sujets, une complémentarité entre les deux visions. C'est à la fois complémentarité et rupture. Il faut voir. Il a eu des amis connus, Aristote. Il a eu des amis connus. Des amis. Oui.
Le problème d'Aristote, c'est que, bon là j'ai pas parlé du tout de sa vie, mais c'était un Macédonien. Et alors, les Macédoniens, ils n'étaient pas très très aimés des Athéniens ou des Spartiates, c'est-à-dire... et donc, vous savez, à un moment, Aristote a fui, parce qu'il craignait pour sa vie par rapport au fait qu'il ait été le précepteur d'Alexandre le Grand, et donc, bon, lui n'a pas eu forcément ce courage de Socrate d'aller jusqu'au bout. Il a quand même fui quand ça a commencé à craindre pour lui. Hein. Donc, ami, je ne sais pas. Quelle influence ont-ils eu sur les pères de l'Église, saint Thomas d'Aquin ou Ah bah, ce qu'on peut dire, c'est que saint Thomas d'Aquin est un aristotélicien. Disons, c'est un des symboles de la victoire du dogme aristotélicien dans l'Église. Et pourtant, Platon parlait du monde dans l'autre, ça qui se rapproche beaucoup Oui. de la conception chrétienne. Oui, alors, bon, là, c'est une question très, très vaste, mais il faut savoir que dans tous les premiers siècles du christianisme, hein, les pères de l'Église étaient plus platoniciens qu'aristotéliciens. Et le XIIIe siècle, avec saint Thomas, symbolise et signe la victoire d'Aristote. Parce que Averroès est un grand agent disons de cette recrudescence de la connaissance aristotélicienne. Parce qu'Averroès retraduit toutes les œuvres d'Aristote, il le traduit, il l'interprète, et en Occident, Averroès est un héros, parce qu'il va nous faire connaître Aristote, et à partir du XIIIe siècle, l'Occident devient aristotélicien. L'Occident. Parce qu'en Moyen-Orient et Extrême-Orient, c'est pas du tout le cas. Averroès n'est pas connu. Ça a eu une influence sur le protestantisme alors aussi par rapport à la classe, tout ça, non, Non, je crois pas, non. Oui. L'amitié chez Montaigne et chez Aristote, est-ce qu'il y a des correspondances? Oui. Cette expression, justement, cet ami parce que c'était lui, parce que c'était moi, c'est très aristotélicien, dans le sens où c'est lié à deux individus, dans des circonstances particulières, avec des êtres particuliers, enfin, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Je trouve que c'est une expression assez aristotélicienne. C'est pas le fait de dire tiens, on a vécu en tant qu'individu quelque chose d'universel, ce qui serait plus platonicien. Mais parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est-à-dire il y a une sorte de contingence de la rencontre qui fait que, voilà, il y a cette amitié. Donc, je crois qu'elle a plus d'accent aristotélicien que platonicien. Mais c'est, voilà, on en parle comme d'une amitié exemplaire, hein. Donc, oui, ça a un lien. Alors, est-ce qu'ils l'ont vécu comme ça? J'en sais rien. Mais... Leur vision philosophique diffère, pour simplifier, le sédentaire Platon et le voyageur en survie, et dans le pragmatisme Aristote. Puisqu'il a fui, il a survécu, il a enseigné Alexandre, il a un vécu bien plus puissant, bien plus profond que Platon lui-même, qui était quasi sédentaire. Voilà. Au niveau des visions philosophiques. Je ne partage pas ce point de vue, mais parce que Platon a beaucoup voyagé. En Égypte, il est allé en Sicile, du sud, enfin disons. L'autre était plus en survie, donc là. En survie. Peut-être. Dans le pragmatisme, c'est sûr. Alors après, ce qui est intéressant, moi, je finirai là-dessus, c'est que par rapport au mode de vie, comment dire, Aristote accorde beaucoup d'importance aux situations concrètes que les gens vivent. Pour lui, ça imprègne la façon d'être. Voilà, si on a tel mode de vie, bon ben voilà, on va développer telle vision du bonheur. On est un peu aussi quand même très, très marqué par le contexte
familial, politique, social, dans lequel on est. Pour Platon, beaucoup moins. Cette importance. Hein. C'est pour ça que la modernité va beaucoup plus se considérer proche d'Aristote que de Platon. Avec cette importance, ce déterminisme presque social ou économique. C'est aussi une conséquence du fait de considérer le monde concret, quoi. Pour Platon, quelle que soit son origine, enfin, son contexte, on peut s'en abstraire. Pour Aristote, difficilement. Et on le voit bien, Aristote, il va rester pour la postérité le précepteur d'Alexandre. Alors que c'est quelques petites années de sa vie, qu'on ne sait pas exactement d'ailleurs comment s'est passée la formation d'Alexandre par exemple. C'est l'importance du contingent, c'est-à-dire de la situation particulière. Bon, il a fondé le lycée aussi, ça on le sait, mais alors que dans la vie, justement, dans la vie de Platon, on a beaucoup moins d'éléments de situations particulières comme ça. On a des choses plus idéales ou plus atemporelles. C'est très significatif. Donc bon, moi je ne partage pas la vision du Platon sédentaire et de l'Aristote voyageur, mais... Il a beaucoup voyagé, mais il avait une base quand même. En esprit, il avait une base. Oui. Alors qu'Aristote était beaucoup plus soumis aux fluctuations. Ah voilà, oui. Ça, là je suis davantage d'accord. Ouais. Et s'il n'avait pas été le précepteur d'Alexandre, est-ce qu'on connaîtrait encore Aristote? C'est une question. Peut-être pas longtemps dans le temps, mais c'est très important dans la vision qu'on a de lui. Ce qui est aussi assez symptomatique, c'est que le lycée, enfin l'école d'Aristote, ne lui a pas survécu longtemps, en tant qu'école. Et très vite, finalement, bon, c'était devenu une sorte d'école un peu encyclopédique, enfin, on rassemblait des savoirs. Aristote avait ça, je trouve c'est génial chez Aristote, ce goût de l'investigation, de la connaissance. Il s'intéressait beaucoup aux espèces animales, donc il fallait tout collecter. Donc dans l'expédition d'Alexandre, il avait des chercheurs qui lui ramenaient des échantillons, plein de choses, qui classaient. Vous avez l'époque des musées, vous avez, où on classait, on avait des vitrines entières avec les papillons, avec les pierres précieuses, etc., tout classé, tout ça. Donc ça, c'est très aristotélicien, c'est un peu encyclopédique. Donc il avait ce goût, cette curiosité sans fin pour connaître ça, c'est absolument merveilleux. Mais c'est vrai qu'au niveau de son école, ça s'est très vite un peu assoupi. Parce qu'il n'y avait plus le génie, quand il n'y a plus le génie d'Aristote, c'est devenu un peu routinier, un peu mécanique. Donc on relisait les œuvres, on les interprétait, mais il n'y a pas eu cette longévité ou cette puissance qu'il y a eu par exemple avec l'Académie, qui a pris des nouvelles formes au fil des siècles, mais qui était irriguée d'une autre puissance, moins personnelle. Parce que le problème de l'école d'Aristote, c'est qu'une fois Aristote disparu, bon, il n'a pas eu de disciples, il était contre cette aussi filiation de maître à disciple. Donc ces idées ont fait florès, mais en tant qu'école, ça a vite disparu. C'est des questions aussi.